merci Madame le maire. Waxtaan bi amul solo. Après, Madame le maire, on va donner la parole au représentant du ministre. Lui aussi, c'est mon député. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Madame le maire. Bonsoir au professeur Khan. Chers invités, bonsoir. Je m'appelle François, docteur François, chef de la division des sites et monuments historiques, qui est honoré aujourd'hui de participer à ce panel qui est extrêmement important et pour la localité de Toubabouta et pour le ministère de la Culture, dans la mesure où, comme vous le savez, la culture est devenue une compétence transférée et que dans le cadre de ce transfert de cette compétence, il y a eu beaucoup d'échanges qu'on doit initier avec les collectivités locales. Et quand on parle de développement local, on intègre directement nos préoccupations au niveau des communes et particulièrement ici à Toubabouta, qui est en train de se développer, mais avec la participation aussi bien la mairie et les efforts combinés de M. Mahécor qui a quand même eu beaucoup d'initiatives. Je vais vous dire que la présence du ministre tout à l'heure dans ce centre a été extrêmement important parce que lui-même a pris des directives, c'est-à-dire pour l'amélioration des activités de ce centre. Donc je pense que c'est à saluer. Et chers étudiants, je pense qu'avec vos professeurs et chers invités qui sont là pour le développement de la localité, je pense que chacun considérer que c'est un travail qu'il doit personnellement, individuellement mener et que la mairie va essayer de cristalliser tous ses efforts de telle sorte que le transfert de compétences que nous sommes en train d'évoquer et le thème de ce panel puisse être une réalité au niveau de Toubabouta. Voilà, je vous remercie. Merci. Les applaudissements très forts. Et je rappelle à titre Amarignan, c'est lui le représentant des étudiants en master aménagement agro-touristique et ingénierie culturelle. Donc, disons là présent. Après le représentant du ministre, le directeur du centre culturel. Vous avez la parole. Donc, c'est vice-versa. Merci. Donc, on peut entamer l'exposé, rappelant que le thème c'est ressources culturelles et développement local. Il y a aussi des journalistes qui sont là. Donc, on peut suivre cette assemblée, thème ressources culturelles et développement local. Merci. Je salue toute l'assistance, commençant par le représentant du ministre de la Culture et du Patrimoine historique, le docteur François Ndiaye, et également de la direction du patrimoine culturel. Je salue Madame le maire ici présente, représentant le maire de Toubabouta, mais de toute la communauté de Toubabouta. Nous sommes honorés d'être à Toubabouta pour célébrer cet événement, n'est-ce pas, qui marque votre cité pour quelques jours. Je salue le représentant des étudiants en maths. J'ai eu le plaisir de dispenser des enseignements et ça a été pour moi l'occasion de découvrir cette merveilleuse localité et en me disant toujours qu'il faudra que vous soyez utiles à la communauté. Vous êtes des étudiants, vous avez des compétences qui peuvent en tout cas impacter sur ce territoire et je pense qu'aujourd'hui vous l'avez démontré. Donc chapeau. Je salue aussi cette assistance publique de Toubabouta venue assister
l'échange sur la culture de façon générale. Et je terminerai par le directeur du centre, M. Maïkor Diouf, mon esclave, mais également mon cadet, parce que nous avons fréquenté la même université, l'Université Senghor d'Alexandrie. Oui, certainement. Et en tout cas, c'est une fierté pour moi de le retrouver à la tête de ce centre qui est extrêmement important, parce que tout le monde sait que nous sommes dans un site du patrimoine mondial. Le cas du salon qui est à la fois un site mixte, culturel comme naturel, en tout cas qui est le phare de cette zone qui est un paradis sur terre, donc une ressource extrêmement importante. Donc je vais essayer d'introduire peut-être à l'occasion de ce carnaval mon beau village qui est donc organisé. D'accord, il y a aucun souci. Donc, c'était juste pour le moment pour saluer ce présidium donc, très prestigieux. Et avec plaisir, on va leur donner la parole et après on va continuer pour introduire et échanger sur le thème. Merci. Merci beaucoup. Donc, ça nous a échappé. On va donner la parole à M. Amarignon. Je rappelle celui de représentant des étudiants en master. Merci beaucoup. Bonsoir, chers invités, et bonsoir aussi, chers autres invités. Tout d'abord, je vais adresser mes sincères encouragements et mes sincères aussi félicitations et des mots aussi de bienvenue à Madame le maire, aussi à Monsieur François, qui est la chef du moins de la division des sites et bâtiments, des sites et monuments, et aussi adresser mes mots de bienvenue à monsieur Moudouda, qui est spécialiste dans le domaine de la culture, aussi de même monsieur le directeur Maïkor, qui est ici le directeur du centre culturel de Toubacouta. Pour moi, c'est un honneur d'être présent ici devant vous. Et je vais vous présenter ce que je n'ai pas fait. Je me nomme Amarignon, je suis le représentant des étudiants en poste d'aménagement agro-touristique et ingénierie culturelle. Et il faut comprendre que ici, au niveau du Toubacouta, nous sommes la première promotion de ce poste. Et la plupart d'entre nous ont été diplômés en gestion de sites écotouristiques et culturels. Donc, la poursuite de ce master s'inscrit dans un cadre bien spécifique, c'est-à-dire relever les enjeux culturels, mais aussi le développement local. Parce que quand on parle de l'agro-tourisme, ça va dans ce sens-là. Parce que ici, à Toubacouta, ce qui colle même avec le terme. Quand on parle de ressources culturelles et développement local, je pense qu'on ne peut pas oublier Toubacouta. Parce que dans le domaine des ressources culturelles, Toubacouta en a beaucoup de potentiel. Mais aussi dans le domaine de la culture, Toubacouta a une culture très, très riche et très diversifiée. Donc nous, à notre niveau, la deuxième tranche du master, qui est ingénierie culturelle, va dans ce sens-là, c'est-à-dire comprendre davantage la culture, relever aussi les défis, mais aussi faire de telle sorte que la culture soit un lieu de développement ici au niveau de Toubacouta. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la culture est une chose qui nous permet en fait de nous identifier par rapport aux autres, aussi de nous orienter par rapport aux autres, mais aussi de nous différencier par rapport aux autres. Et que actuellement, avec le phénomène de la mondialisation, je pense qu'il est important pour chaque peuple en fait, de préserver sa culture, aussi de la partager. Donc nous, à notre niveau, étant étudiants, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre présence ici dans cette localité s'inscrit dans ce contexte-là. C'est-à-dire faire de telle sorte qu'il y ait une participation massive
par rapport à la population locale, et s'intéresser davantage à la culture, et de leur dire aussi qu'avec la culture, non seulement on peut relever les défis économiques, mais on peut aussi attirer beaucoup de touristes. Parce que, comme je l'ai dit, nous, on est dans le domaine du tourisme et qu'on ne peut pas dissocier tourisme et culture. Étant donné que dans le tourisme, la culture représente quasiment 90% de ce qui peut faire développer le tourisme. Donc, je pense que le thème d'aujourd'hui, pour moi, c'est très important, c'est très intéressant aussi de bien le comprendre. Donc, ça va nous permettre après de relever, je dis bien ensemble, ce qui peut faire développer la culture. Donc, je vais m'en arrêter là et merci. Merci, enseignant. Je pense qu'on a même un aperçu par rapport sont les étudiants. Voilà, donc on va faire droit au thème, donc aux ressources culturelles et développement local. Votre attention. Merci. Et je pense même que la transition est bien faite après l'intervention de M. Nyan. Et il a même eu à évoquer le tourisme. C'est extrêmement important. Moi, j'ai la chance de t'aider à deux mamelles. La mamelle de la culture et la mamelle du tourisme. Ce qui fait que au niveau de l'ISEP, Institut supérieur d'enseignement professionnel de Thiès, je gère les deux métiers, le métier en management des produits et services culturels et le métier management des produits touristiques. Et j'ai évoqué tout à l'heure Alexandrie. Nous avons fait une partie de nos études parce que moi j'ai lié à l'UQAD, historien spécialisé en égyptologie. Et par la suite, j'ai fait gestion du patrimoine culturel comme Michael à l'université d'Alexandrie, Senghor, donc d'Alexandrie. Et quand je suis allé à Alexandrie, c'était un peu pour donner corps à l'histoire que j'ai apprise, mais aussi de la langue dynamique. Et c'était en 2003 que je suis allé à Alexandrie. Je pensais que le tourisme était le meilleur facteur qui permettait de valoriser la culture, essentiellement le patrimoine. Ce qui fait que j'ai travaillé sur la mise en valeur économique de la culture par le tourisme en prenant le cas de la Petite Côte. C'était mon travail de maîtrise qui m'a permis donc de lier ces deux éléments, le patrimoine, la culture et le tourisme comme élément de valorisation économique des ressources culturelles. Donc c'est une démarche qui m'a poursuivi. Et quand je suis rentré au pays, la première chose que j'ai eu à faire, c'est d'aller rendre visite au ministère de la Culture et au ministère du Tourisme pour qu'on essaie de faire ce livre qui me paraissait extrêmement important. Et Dieu a fait que j'ai été le premier à enseigner le patrimoine culturel dans les filières touristiques dans les universités du Sénégal. Que ce soit l'université de Thiès, Ziguinchor et même UGB. Et maintenant, je me retrouve à la tête de ces deux métiers au niveau de l'ICEP de Thiès. Et nous tous qui évoluons en tout cas dans le domaine de la culture, nous savons quelle pourrait être l'importance du tourisme. Et c'est pourquoi nous sommes ici à Toubacouta dans une zone très touristique avec des ressources naturelles mais aussi des ressources culturelles de premier ordre. Je pense qu'on aura l'occasion un peu d'en discuter. Maintenant, sur les éléments par rapport aux ressources culturelles, nous allons, en tout cas, je vais essayer d'introduire sur quelques éléments de compréhension. Et j'ai l'habitude de taquiner les gens du ministère de la Culture. Je leur dis, mais écoutez, votre ministère s'appelle comment? Ministère de la Culture et du patrimoine historique. Mais je leur dis que le patrimoine est dans la culture. Et en plus, le patrimoine, il est forcément historique. Voilà, donc c'est pour les taquiner, mais je sais que c'est peut-être pour donner la priorité au patrimoine culturel qu'ils ont donné cette dénomination.
c'est extrêmement important de revenir sur le terme de culture. Parce qu'en fait, moi, quand je définis la culture, je le fais de façon très simple. La culture, c'est tout ce qui émane de l'homme. C'est tout ce qui est le résultat de l'activité humaine, à travers sa façon de penser, à travers sa façon de sentir et sa façon d'agir. Et ça va se traduire sur les modes de vie, sur les pratiques, sur tous les autres éléments, n'est-ce pas, qui font que cette culture émane de la société. Maintenant, et pour avoir aussi une haute compréhension de la culture, qui est un secteur très vaste, comme je l'ai dit, tout ce qui provient de l'homme, c'est de la culture. Maintenant, pour avoir une compréhension, on peut diviser cette culture en domaines. On peut parler, par exemple, du domaine du patrimoine. Et quand on dit patrimoine, c'est ce qu'on a reçu en héritage. Ce n'est pas ce que nous avons créé, mais ce qu'on a reçu en héritage. Et ça peut avoir des interactions sur les deux autres domaines de la culture. Par exemple, que ce soit les arts ou bien l'artisanat. Parce qu'on pourrait parler de patrimoine artisanal ou bien de patrimoine artistique. Voilà, donc en tout cas, pour comprendre le patrimoine, c'est tout ce que nous avons reçu en héritage du point de vue culturel. Pour être simple, pour faire simple. On sait qu'il y a une typologie extrêmement intéressante de ce patrimoine en matériel, immatériel, mais en fin de compte, c'est toujours la même chose. Que ce soit matériel ou immatériel, c'est toujours la même chose. Et on peut avoir aussi des typologies en parlant de patrimoine architectural, patrimoine rural, technologique. Donc on peut avoir plusieurs types de patrimoine. Nous avons les arts. Les arts, donc, qui constituent aussi un domaine de la culture. Et qu'est-ce qui va nous permettre de savoir que ça, c'est de l'art? C'est l'élément esthétique. Le fait que ça soit unique, n'est-ce pas, et que ça soit une création qui suscite l'émotion, ainsi de suite. Donc, des éléments qui nous permettent de dire, ah voilà, ça, c'est une ressource artistique. Nous avons l'artisanat qui nous permet, déjà dans l'artisanat, vous avez art, parce qu'à l'origine, il y a une création artistique, pas tout le temps. Surtout dans ce qu'on appelle l'artisanat d'art. Il y a une création artistique, mais par la suite, c'est une reproduction, n'est-ce pas, de biens qu'on utilise dans la vie courante, qui font que c'est de l'artisanat. Nous avons maintenant le grand domaine des industries culturelles et créatives, tout le monde en parle en ce moment. Mais les industries culturelles et créatives, quand on en parle, c'est parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'ajoute. C'est quoi? C'est l'utilisation de la machine, de l'industrialisation, des techniques assez avancées qui font qu'on va d'une production à caractère social vers une production à caractère économique avec une production de masse, mais aussi de support, de culture. Donc c'était souvent à travers le cinéma, à travers le livre et à travers la musique. Et on a toute une chaîne de valeur sur le livre, toute une chaîne de valeur sur le cinéma et toute une chaîne de valeur sur la musique de façon générale, avec beaucoup de métiers que cela crée et avec vraiment la création de revenus. Et élément aussi important, ce qu'on appelle les droits d'auteur, et qu'on retrouve surtout dans les industries créatives, qui sont beaucoup plus larges parce que les industries créatives vont combiner presque tous les domaines de la culture, mais il y aura que le fait que c'est non seulement de la création, mais qui va générer des revenus et qui va générer des droits d'auteur. Donc ça aussi, c'est un domaine extrêmement important. On pourrait ajouter tout ce qui est lié aussi à l'audiovisuel. Permettez-moi de remercier M. Tal qui m'accompagne pour qu'on peut prendre des images sur cette activité-là qui est l'activité phare au niveau de Toubacouta. Je peux nommer le carnaval, le beau voyage. Voilà, je pense que ce sont des éléments extrêmement importants sur lesquels il faut revenir. Et comme nous l'avons dit sur la culture, les ressources culturelles sont très diversifiées, très diversifiées. On peut penser un peu à tout ce qu'on appelle produit culturel, parce que déjà le terme produit commence à avoir une connotation économique. On
On sort de la culture simple fait sociale vers une culture qui est à l'origine, n'est-ce pas, d'une production économique. Donc tout ce qui est bien culturel, tout ce qui est équipement et infrastructure culturelle, vous avez ici un exemple, c'est le centre d'interprétation, qui est une infrastructure culturelle qui permet de valoriser la culture et qui a une mission bien précise, parce que chaque équipement infrastructure a une mission bien précise, et la mission de ce centre-là, c'est d'interpréter tout ce qu'il y a comme ressources culturelles au niveau de cette localité, en l'occurrence le delta du Salo. Donc c'est une tâche extrêmement complexe, peut-être difficile mais exaltante, qui devrait faire en sorte que, au niveau de cette infrastructure-là, on puisse avoir des équipements adéquats. En tout cas, cette salle-là est quand même magnifique. Le musée est assez intéressant pour montrer ce qu'il y a comme ressources au niveau de cette localité. Il faut aussi des équipements techniques. Beaucoup d'images maintenant, on est à l'ère du numérique. Il faut beaucoup d'images, de sons et de textes pour mettre en valeur toutes les ressources culturelles qu'on a au niveau de cette localité. Et ça, c'est le rôle du centre d'interprétation qui montre en fait à un public peut-être moins averti la richesse de ces ressources qu'on peut retrouver dans ce milieu, dans ce territoire. Parce qu'on va parler de territoire et on va parler de développement local. Parce que ce centre peut impulser beaucoup d'activités de création, mais aussi de valorisation, n'est-ce pas, du patrimoine qu'on a au niveau de Toubacouta et alentour. Donc on peut avoir des infrastructures, mais également des événements qui sont organisés dans la localité. Et ce carnaval en est un exemple. Et je vais certainement parler des retombées économiques d'un festival ou bien d'un événement culturel. Parce que c'est difficile à financer un événement culturel. Oui, c'est gratuit, hein? C'est gratuit pour le public. Ce n'est pas une activité qui va générer des revenus. Mais on va y revenir, je pense, de façon beaucoup plus élargie. Mais le fait d'avoir une activité dans une localité peut permettre aux gens de venir, d'avoir des flux de visiteurs, mais aussi de permettre aux acteurs locaux qui sont dans la localité, n'est-ce pas, de faire prospérer leur activité. Je pense qu'on va y revenir pour comprendre pourquoi un événement de ce type-là doit être subventionné par les collectivités territoriales, par l'État, mais aussi même par les entreprises qui sont dans la localité. Parce que l'impact est important du point de vue de la communication, de la médiatisation, mais aussi du point de vue d'une certaine attractivité qui ferait que les gens, chaque année, se déplaceraient à Toubacouta pour venir assister au carnaval, mon beau village, parce qu'ils y trouvent des choses qui les intéressent. On va y revenir de façon plus développée. On peut avoir tout ce qui est pratique culturelle, les rituels, le cancouran par exemple, qui sont des ressources. Je ne vais pas oublier les sites culturels historiques, n'est-ce pas, surtout le directeur du patrimoine ne mentira pas, et à Toubacouta. Moi, je viens depuis quelque part, mais j'ai découvert des sites extraordinaires, surtout les sites omariens. Je ne sais pas si la direction du patrimoine, parce que c'est extrêmement important de développer, par exemple, l'itinéraire de la Choumar. Depuis le Mali jusqu'au nord du Sénégal. Il est passé par là, sur la côte. Et depuis la Casamance, ici à Toubacouta, j'ai dénombré 3 sites omariens qui sont marqués soit par des pluies, soit par des arbres sacrés. Je pense qu'ils mériteraient une étude beaucoup plus approfondie, n'est-ce pas? Et ça peut faire valoir et faire prospérer, par exemple, ce qu'on appelle le tourisme religieux, et que les gens puissent venir dans ces sites-là. Donc, tout ce qui est site culturel, site historique, architectural, archéologique, n'est-ce pas, font partie de ces ressources culturelles. Mais surtout la grande masse des manifestations et expressions culturelles, toutes les manifestations qui sont organisées, du point de vue des communautés, mais aussi des manifestations qui sont
suscités par des professionnels, des acteurs culturels, des agences événementielles. Tout ça, c'est des éléments qu'on pourrait citer pour un peu faire valoir les expressions culturelles donc, qui relèvent d'une grande diversité, qui englobe toute notre tradition orale, nos langues, nos modes de vie, nos façons de travailler, n'est-ce pas, d'être agriculteur, éleveur ou bien pêcheur, n'est-ce pas, nos modes de consommation, nos arts culinaires, tous ces éléments-là devraient pouvoir, n'est-ce pas, être valorisés. Et ça nous renvoie à des fonctions, parce que toute cette diversité d'expression de ressources culturelles nécessite des fonctions de service. Alors, vous avez le ministère qui est là, qui fait son travail, mais ces fonctions peuvent relever de la conservation, parce qu'il faut conserver ces ressources culturelles. Si on veut les utiliser, d'abord, il faut commencer par les conserver. Ensuite, il faut savoir les transmettre. Nous avons beaucoup de savoir-faire que nous sommes en train de perdre. Pourquoi? Parce que les contextes de réalisation de ces savoir-faire ont tendance à disparaître avec la modernisation de nos modes de vie. Même si ces pratiques-là, on ne peut pas continuer à les faire, il faut savoir les conserver, que les jeunes générations sachent que voilà comment on faisait telle activité dans le temps. Parce que c'est notre mémoire collective qui est en jeu. Et les conservateurs de patrimoine comprennent très bien cela. Donc conserver, transmettre la transmission de ce que nous savons. Parce que c'est ce que nous sommes et qui ne doit pas disparaître. En tout cas, même si on ne les pratique plus, on doit maintenir cette mémoire. Comment on prépare le couscous. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent plus le faire. C'est important. Comment travailler la terre pour en faire de la poterie. On ne peut plus le faire parce qu'on n'est plus éduqué dans ces sacs-là. Nous sommes maintenant à l'école où on n'apprend pas beaucoup de choses, malheureusement, qui concernent la vie quotidienne. Donc, il faut trouver des moyens de conserver, de préserver ces éléments-là. Et là, j'interpelle aussi les collectivités territoriales. Donc, la fonction aussi de valorisation, parce qu'il faut qu'on trouve des moyens de valoriser ce qu'on a. Parce que si on ne le fait pas, on néglige ces ressources-là. Et j'ai l'habitude de le dire. Comment on peut valoriser notre façon de manger autour du bol? Si vous l'expliquez à un étranger, il va dire, mais écoutez, manger, ce n'est pas seulement prendre de la nourriture et mettre ça dans sa bouche et l'avaler, mais il y a tout un savoir-vivre autour de cela. Toute la symbolique de la vie en communauté transparaît à travers cette façon de manger avec la main autour du bol. Donc, c'est des éléments qu'on peut... C'est des éléments de valorisation qu'il ne faut pas négliger. Parce que si on ne valorise pas ce qu'on est, on développe des complexes. Et on n'est pas en mesure d'attirer les autres sur ce que nous sommes. C'est important. Et nous sommes maintenant dans un monde où cette culture-là, ces ressources culturelles dont je viens de parler, elles ne sont pas seulement sociales. Ces ressources ont intégré pleinement le monde économique. Avant, les économistes de la culture, les économistes ne s'intéressaient pas à la culture. Les économistes s'intéressaient à la culture seulement du point de vue que ça peut justifier pourquoi on doit faire des subventions. Mais maintenant, dans les pays développés, la ressource culturelle, c'est pratiquement les ressources qui créent le plus de revenus. Il y a des marchés qui se développent. Marché de l'art, marché des objets du patrimoine, même s'il y a le problème du trafic illicite. Mais les objets anciens ont de la valeur. Le marché des événements, de l'événementiel culturel, ça génère énormément d'argent. Énormément. Les arts plastiques, les tableaux. Vous savez, les tableaux qui coûtent des centaines de milliards. Je pèse bien mes mots. Des centaines de milliards. Des tableaux d'art qui coûtent des centaines de milliards. Il y a un marché de l'art qui se développe de façon extraordinaire.
tellement de métiers et qui font que maintenant, il y a une professionnalisation de la culture. L'exemple, beaucoup de nos universités développent des enseignements en culture, que ce soit UGB, que ce soit ici, Saloum, que ce soit l'Université de Thiès, ou bien Ziguinchor, les ISEP. Donc, de plus en plus, les jeunes sont formés au métier de la culture et ils développent des activités professionnelles à travers la culture. Donc la culture, ce n'est plus ce qu'on crée seulement dans les communautés, mais ce qui se fait maintenant du point de vue moderne. Et on a besoin de managers. Les gens, par exemple les artistes, ils ont besoin d'être managés, sinon ils ne se développent pas comme les footballeurs ont des managers. Les artistes ont maintenant des managers. Ce qu'on appelle les impresarios. Les infrastructures culturelles aussi doivent être managées. Les infrastructures comme le centre d'interprétation, les musées, il faut des managers. Les organisations aussi culturelles doivent être managées, comme les agences événementielles ou bien les ASC. Donc des gens qui développent des compétences dans le domaine de la culture, et ce sont des compétences qui vont convoquer le marketing culturel et des arts, le management culturel, la communication culturelle, donc qui vont intégrer le domaine de la culture pour renforcer un peu cette puissance qui est en train de se développer à travers les ressources culturelles. Donc il y a que la culture a intégré pleinement la vie économique, mais aussi la culture a intégré pleinement les activités professionnelles en dehors des communautés qui sont en principe les dépositaires de la culture. Et ça me permet de rebondir sur des territoires, parce qu'on parle de développement local, on parle de ressources culturelles dans un cadre de développement local. Et quand on parle de localité, on pense à des territoires. On ne raisonne plus au plan mondial ou bien au plan national, mais au niveau des territoires. Donc, des populations qui vivent dans des espaces bien déterminés et qui utilisent les ressources culturelles dans une perspective de développement. Et il faut savoir que chaque territoire a une identité. Le territoire est différent d'un autre territoire. Du point de vue de réalités qui sont des réalités historiques, qui sont des réalités culturelles, ou bien sociologiques, ou bien même économiques, qui transparaissent dans le paysage, dans la façon d'organiser l'espace et même dans l'habitat. Donc il y a des éléments qui font qu'un territoire il est spécifique par rapport à un autre. Un territoire a des ressources bien déterminées qui ne sont pas forcément les ressources qu'on peut retrouver dans d'autres territoires. Et la population de ce territoire aussi souvent n'est pas la même que la population qu'on peut trouver dans un autre espace, de même que leur vécu historique. Donc ce sont des éléments qui sont importants à prendre en compte. Mais quand on parle de territoire, on peut penser au découpage administratif. Comme au Sénégal, nous avons des régions, nous avons des départements, nous avons des arrondissements. Mais ce découpage aussi peut être vu dans le cadre de la décentralisation. Dans la décentralisation, nous avons des collectivités locales ou bien territoriales, parce qu'au Sénégal, avec la croix de la décentralisation, nous avons 3 ordres de collectivités locales. Nous avons le département comme collectivité locale, nous avons la ville, et là, beaucoup de gens ne méconnaissent la ville, parce qu'au Sénégal, nous n'avons que 5 villes du point de vue de la décentralisation. Nous avons la ville de Dakar, la ville de Thiès, la ville de Guédiawaye, la ville de Pikine, la ville de Fils. Ce sont les villes du point de vue des collectivités territoriales. Après, nous avons les communes, avec cette communalisation universelle. Commune urbaine, commune rurale. Comme Toubacouta est une commune qui, je pense, polarise beaucoup de villages, n'est-ce pas? Voilà, donc les communautés rurales ont disparu. Donc il y a ce découpage territorial du point de vue de la décentralisation. Et on va de plus en plus vers la territorialisation. Voilà. Et là, c'est intéressant. L'activité des collectivités territoriales qui, du point de vue de la culture,
Tout à l'heure, monsieur le représentant du ministre l'a dit, nous avons des compétences transférées du point de vue de la culture. Donc, ce qui fait que les collectivités territoriales ont vraiment des prérogatives, des missions en termes de culture, malheureusement qui ne sont pas très bien assumées, malheureusement. Parce que les collectivités doivent développer des politiques culturelles, parce que la politique culturelle relève d'une puissance publique, ça peut être l'État, ça peut être les collectivités territoriales. Du point de vue des compétences transférées, parce qu'il y a des lois, si vous regardez bien le code général des collectivités territoriales, il y a les lois qui spécifient clairement les compétences transférées au département, à la ville et aux communes du point de vue de la culture qui doivent être assumées. Même si les collectivités locales doivent travailler avec le service régional de la culture, qui est en fait votre bras technique dans tout ce que vous devez initier en termes de culture. Donc les collectivités doivent assumer la gestion des ressources culturelles au niveau des collectivités territoriales en fonction des compétences transférées. Développer une politique culturelle au niveau des collectivités, avoir un agenda culturel des événements qui se déroulent au niveau de la collectivité territoriale et même disposer d'un service, n'est-ce pas, qui s'occupe de la culture au niveau de ces collectivités territoriales. Parce que souvent et jusqu'à présent, dans beaucoup de collectivités locales, c'est la commission culturelle qui gère la culture. Alors qu'on doit pouvoir recruter des gens formés et avoir un service qui s'en occupe, qui est en mesure de concevoir une politique culturelle et en mesure de mettre en place un agenda culturel pour la localité. C'est extrêmement important, même si souvent il y a quand même le plan de développement local qui prend en compte les problématiques culturelles. Et pourquoi c'est important? Parce que nous sommes de plus en plus dans une compétition des collectivités territoriales. En tout cas, dans certains pays, ils mettent énormément de moyens pour que la culture puisse se développer dans les collectivités territoriales. Et c'est ça qui a été à l'origine même des enseignements en ingénierie culturelle. Ingénierie, souvent on dit ingénierie culturelle, touristique et des loisirs. Parce que chaque collectivité locale doit développer ses paramètres. Le paramètre culturel, le paramètre loisir et le paramètre touristique pour en faire des destinations. Et là aussi, je pense que la commune de Toubacouta est très bien pourvue dans ces éléments-là pour vraiment aller un peu plus loin en ce qui concerne ces aspects-là. Et ce qui fait que les collectivités locales doivent être attractives. Attractivité, donc tout faire pour renforcer l'attractivité de ces collectivités. Et ces événements que vous organisez en font partie. Si on sait que le carnaval est organisé à Toubacouta à telle période de l'année, avec une bonne communication, les gens ont envie de venir découvrir ce qui se passe. Comme c'est le cas à Mbour avec le Kankourang. Le Kankourang a réussi à être très attractif à Mbour. Et pendant tout le septembre mourois, voilà, il y a toute une série, un programme en tout cas, qui dépasse les week-ends, mais tout un programme sur le monde entier. Et que les gens viennent de partout, de l'étranger, des autres régions du Sénégal, et ça contribue énormément au développement économique de Mbour et à sa réputation. Il faut que les localités puissent avoir cette réputation, qu'on les connaisse un peu partout dans le monde, en sachant que voilà, ceci est spécifique et n'existe qu'à Toubacouta. Si je veux le découvrir, il faut que je prenne l'avion pour venir à Toubacouta. Donc, ce sont des éléments d'attraction qu'il faut essayer de détecter dans cette localité et de les mettre en valeur en utilisant la communication au niveau national, au niveau international. J'ai été étonné que le ministre ne connaisse pas davantage ce qu'il y a ici à Toubacouta. Alors, ouais, donc il y a
devoir d'appropriation de ce qui existe, de cet existant-là, qu'on se l'approprie et qu'on fasse en sorte que les autres aussi soient intéressés par ce qui se passe dans nos localités. C'est extrêmement important. Et c'est ça qui a fait développer le marketing territorial. Maintenant, c'est des disciplines qui sont enseignées. Et les mairies, les cultures font recours à des spécialistes en marketing territorial, n'est-ce pas, pour développer en tout cas l'attractivité de leur territoire et être compétitif. Pourquoi je parle de compétitivité? Parce que déjà, les premiers bénéficiaires de tout ce qu'il y a comme culture, loisirs, tourisme, les premiers bénéficiaires, ce sont les populations de la localité d'abord. Après, les touristes. Et après, vous pouvez avoir des investisseurs qui auront envie de venir s'installer à Toubacouta pour investir leur argent. Pourquoi? Parce que le territoire est assez attractif et il y a suffisamment d'équipements qui les intéressent du point de vue de la santé, du point de vue de l'éducation, ainsi de suite. Vous voyez donc, ce sont vraiment des défis qu'il faut relever. Et maintenant, pour préciser un peu ce qu'on appelle développement local. Donc, c'est ce qu'on vient de dire. On se base sur des ressources qui existent déjà. Nous sommes dans un territoire bien déterminé. Maintenant, il faut intégrer les différents acteurs qui sont dans cette localité. Et il faut les identifier. Il faut bien savoir les identifier. En commençant par la commune, par la mairie, par les services administratifs, n'est-ce pas, par les associations. Je vois bien, c'est une association, oui, oui, c'est une association. Donc, des acteurs qui sont là, sur place, qui connaissent la localité et qui doivent être impliqués dans tout ce qui se fait. Donc, du point de vue culturel, parce qu'on parle de culture, mais le développement local dépasse l'aspect culturel, bien entendu. Donc, il faut identifier ces ressources qui sont locales. Il faut impliquer dans ce qui se fait. Et seulement après, on pourrait aller chercher des personnes ressources, n'est-ce pas, qui ont des compétences, qui peuvent appuyer d'abord les ressources humaines qui sont sur place et qui doivent être en mesure de développer les ressources culturelles qui sont aussi dans ces localités, parce que ça vous appartient avant d'appartenir à d'autres. Parce que si on parle de patrimoine mondial, mais c'est déjà quelque chose qui appartient aux gens qui sont d'ici. Et maintenant, il y a une valeur universelle qui fait que même le Chinois pourrait s'intéresser à ce qu'il y a à Toubacouta. Mais on ne doit pas attendre que d'autres viennent, n'est-ce pas, gérer ce qu'on a. C'est à nous de l'impulser avant que d'autres s'intéressent à ce qu'on est. Parce que je sais qu'on peut avoir le levier de la coopération internationale aussi. C'est important pour le développement local. Donc la coopération internationale peut beaucoup contribuer. Et voir ce développement local dans ses dimensions économiques. Parce qu'il faut quand même que les gens gagnent de l'argent, qu'ils trouvent des emplois. Donc la dimension économique du développement est importante. Il faut qu'on puisse générer des revenus, qu'on puisse générer des recettes. Comme on en a ici, des produits agricoles. Il y en a beaucoup, la transformation du miel, un certain savoir-faire qui est spécifique à cette zone-là. Donc, il faudra que, du point de vue économique, que les gens puissent s'en sortir. Et c'est ça qui va permettre de gérer le problème de l'emploi. Parce qu'il y a un problème lancinant de l'emploi des jeunes, alors que les ressources sont là. On n'a pas seulement que des ressources naturelles, ou bien, mais aussi on a des ressources culturelles qui ne sont pas suffisamment utilisées. Il faut les détecter et il faut voir comment créer des projets autour de ces ressources-là. Et je pense que nos étudiants-là sont dans ce sillage-là. Il y a un aspect social qu'il faut gérer, que les populations, là où elles habitent, puissent vivre bien. Parce qu'on est mieux que chez soi. Le fait de quitter nos pays et aller ailleurs, c'est parce qu'il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là.
et nous avons toutes les possibilités pour régler ce problème. Surtout que nous vivons en communauté, nous avons des valeurs, nous avons un savoir-vivre, n'est-ce pas, qui devrait normalement nous permettre de vivre facilement. L'aspect environnemental prend en compte donc l'environnement qui est extrêmement important parce que sans environnement, on peut rien faire. Tout ce que nous faisons, c'est à partir des ressources de notre environnement. Et quand on parle de développement local, c'est vraiment pour que ça puisse avoir un impact, que toute la chaîne de valeur dans le domaine de la culture puisse bénéficier, n'est-ce pas, de cette croissance économique dont j'ai parlé, de cette valorisation sociale, mais aussi de cette prise en compte de l'environnement. Parce qu'une activité n'est pas une activité en soi. Une activité va impacter sur d'autres activités. C'est l'exemple que j'ai donné sur le carnaval. N'est-ce pas, en principe, si véritablement on a les flux qu'on attend, plus national ou bien plus international, tous les gens qui viennent ici, il y aura des retombées sur toutes les activités économiques de la localité. Donc, ça va permettre aux pêcheurs d'en profiter, aux maraîchers d'en profiter parce qu'il va vendre, aux vendeurs de lait d'en profiter parce qu'on va utiliser sa ressource, et même le vendeur de gâteaux chaf, ou bien c'est celui qui vend les pastèques qui va aussi en profiter. Alors, donc, pour finir cette introduction, avant qu'on commence les échanges, il faut savoir que les ressources culturelles ont quelque chose de spécifique. Parce que dans la ressource culturelle, on peut trouver 3 formes de valeurs. Il y a ce qu'on appelle la valeur d'existence, mais aussi les valeurs d'usage et les valeurs de développement. La valeur d'existence, c'est le fait que cette ressource-là continue à exister. Et ça nécessite que l'État, les collectivités territoriales s'en occupent, mais aussi les communautés. Parce que si cette ressource-là disparaît, on perd non seulement l'aspect symbolique culturel, mais une éventuelle exploitation économique. Alors donc, il faut que la ressource existe. Il faut que la ressource puisse être utilisée. Comment elle doit être utilisée? Dans quel contexte? Ça peut être dans un contexte économique, comme ça peut être dans un contexte qui n'est pas économique. Parce que si vous allez en pèlerinage dans un site, ce que vous allez en trouver, c'est de la spiritualité, par exemple. Mais si vous allez dans un site où vous devez payer de l'argent, donc le site va pouvoir en bénéficier comme ressource propre et permettre de développer d'autres activités. Et les ressources de développement, c'est véritablement le fait que ça puisse impacter sur tous les acteurs qu'on peut retrouver dans une localité en prenant en compte les aspects durables, donc économiques, social, environnemental. Voilà, donc c'était un peu en guise d'introduction, en me félicitant en tout cas du fait que nous avons dans cette collectivité de Toubacouta énormément de ressources que les étrangers ont perçues, parce qu'on voit une forte présence d'expatriés en tout cas dans cette zone-là, qui ont pu détecter ce qu'il y a comme ressources dans cette zone. Et maintenant, c'est à nous, en tout cas, à vous qui habitez dans cette zone-là, de pouvoir bien faire l'inventaire des ressources qui existent dans cette zone-là et de développer des activités qui vont générer des revenus, des emplois, mais faire en sorte que votre collectivité devienne de plus en plus attractive. Je vous remercie.